Bonjour à tous, j'espère que le son fonctionne bien et que vous pouvez tous nous entendre. Merci de participer à notre webinaire sur le choix entre la refonte ou l'évolution de votre plateforme. Si certains ont des soucis, n'hésitez pas à poser des questions via le petit module de questions-réponses qui est situé en bas de votre écran normalement. Et on va commencer le sujet. Rapidement sur les différents points qu'on va aborder aujourd'hui, les indicateurs à suivre dans un premier temps pour vous permettre d'avoir une bonne idée des indicateurs qui sont importants pour mesurer le fait de faire une refonte ou de faire évoluer votre plateforme. Une seconde partie sur laquelle on va présenter les différents éléments de mesure, à la fois de la partie dette technique et de la partie dette UX et SEO. Et puis une dernière partie sur les solutions, le bon moment pour choisir la décision de refondre ou pas, et puis une partie sur le fait de ne plus faire de refonte et d'avoir une approche plus orientée produit pour vos projets. Rapidement sur Chooseit, on est une entreprise qui existe depuis maintenant 22 ans, une équipe pluridisciplinaire qui gère un certain nombre de sujets différents, et puis vous voyez un certain nombre de nos clients qui sont à droite, un petit panel, parce qu'on en a quand même pas mal plus. Les compétences qu'on peut vous proposer, on couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, donc à la fois du conseil, du design, du développement, et puis la partie performance et maintenance sur les différents types de projets, pour à la fois des applications métiers, à la fois du CMS, à la fois du e-commerce, du mobile, tout type de projet qui tourne autour du digital. Les différents types de projets qu'on peut réaliser, des plateformes de marque pour renforcer votre présence en ligne, des sites de lead génération, donc pour acquérir de nouveaux clients, des plateformes de développement custom, que ce soit du lien avec vos systèmes d'information ou de la digitalisation de la relation client, par exemple, ou des processus métiers, des applications mobiles, à la fois du natif ou du cross-platform, et puis des solutions e-commerce pour pouvoir vendre en ligne ou proposer vos produits à vos clients. Rapidement sur les deux personnes qui ont présenté aujourd'hui, donc je commence. Donc Ludovic Lacaze, je suis directeur conseil chez Chooseit. Je m'occupe plutôt de la partie architecture technique et conseil transformation digitale. Bonjour, donc moi c'est Loïc. Du coup, je m'occupe de la performance de nos clients, donc sur toute la partie aussi analytics et réponse aux objectifs côté digital. Voilà. Donc le choix du sujet, rapidement, une petite introduction, c'est parce que on a constaté auprès de nos clients que un certain nombre se plaignent du fait que leur site internet soit un peu ancien, soit parce qu'il ne correspond plus à l'image qu'ils en avaient, soit parce qu'ils ont des performances qui ne sont pas forcément au rendez-vous, à la fois des performances techniques ou des performances SEO ou UX, parce qu'ils ont des contenus qui ne sont plus forcément très à jour, parce qu'ils ont du mal à faire évoluer leur plateforme parce qu'elle est devenue trop ancienne, ou parce que la maintenance coûte de plus en plus cher, souvent liée aussi à l'ancienneté des plateformes. Et donc, on va essayer d'amener aujourd'hui des éléments pour permettre de quantifier et de mesurer ces éléments-là, et puis vous présenter aussi la partie démarche produit et une manière de réaliser vos prochains projets pour faire en sorte qu'ils soient le plus durables possible. L'objectif étant de pouvoir optimiser vos investissements pour garder une plateforme qui soit durable. Donc, sur les indicateurs, on va commencer par cette partie-là. Clairement, un bon indicateur pour vous, c'est le ressenti. C'est voilà, vous êtes les premiers utilisateurs de votre site, vous les connaissez bien, et donc vous êtes bien placé pour les juger aussi, pour voir s'ils sont toujours en adéquation avec vos attentes et s'ils correspondent bien à vos besoins. Les concurrents, parce que bien souvent, vous vous rendez compte aussi que vos concurrents vous dépassent, que vous avez un pure player qui s'installe sur votre marché et qui potentiellement propose des services ou des plateformes qui vont être meilleures que la vôtre. Et donc, c'est aussi intéressant de pouvoir suivre vos concurrents pour voir un petit peu ce qui se dit et ce qui se fait sur ce domaine-là. Les performances, ça aussi, c'est des éléments que souvent vous voyez bien. Vous ne sortez plus forcément sur les moteurs de recherche. Vous avez des performances analytiques qui sont moins bonnes, ou tout simplement vos clients qui se plaignent du fait que votre plateforme ne correspond plus forcément aux attentes du marché. Donc ça, c'est des éléments qui sont souvent plus faciles à mesurer, que vous avez sûrement un peu plus de facilité à identifier. Mais c'est un des arguments qui doit être pris en compte dans le cadre d'une refonte. Votre offre, ça aussi c'est important, vous avez potentiellement des métiers qui évoluent, et en fonction de l'évolution de votre métier, votre site internet qui vous ressemble plus. Vous présentiez une offre de service qui correspondait à votre activité il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, et aujourd'hui vous avez une offre qui est un petit peu différente, et donc forcément vous allez vouloir changer pour avoir quelque chose de plus ouvert, on va dire.
Les fonctionnalités, ça aussi, c'est un sujet important. Vous avez certainement plein d'idées pour valoriser votre savoir-faire ou votre plateforme. Et vous vous rendez compte aujourd'hui que les fonctionnalités que vous aviez mises en place à l'époque soit performent moins, soit sont moins en rapport avec ce qu'attendent les utilisateurs. On le voit sur les aspects digitaux, beaucoup d'utilisateurs ont pris l'habitude d'avoir des fonctionnalités modernes. Vous voyez à droite la partie réalité virtuelle, mais il y a plein de choses qui sont très récentes. Et malgré le fait que ce soit récent, on attend de vous que vous soyez toujours up-to-date sur votre plateforme. Avant d'enchaîner sur les parties dette, on voulait vous proposer un petit sondage rapidement. Alors, vous allez peut-être pouvoir me dire si vous le voyez ou pas. Normalement, vous devriez voir apparaître à l'écran un petit sondage. Deux questions assez simples. Une première pour pouvoir voir si vous êtes en mesure de pouvoir calculer votre dette. C'est le sujet qu'on va présenter juste après. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir calculer votre dette technique, votre dette UX et votre dette SEO? Et puis un deuxième sujet pour savoir si aujourd'hui vous avez un avis sur la qualité globale de votre projet. Savoir si justement vous êtes en mesure de pouvoir se dire qu'aujourd'hui votre dette elle est faible parce que vous estimez que vous êtes plutôt up-to-date sur tous les sujets que je viens juste d'aborder, ou au contraire que votre projet devient pénalisant pour votre activité parce que il est plus suffisamment moderne ou récent en termes de sujets. Je ne sais pas si vous voyez tous le sondage qui apparaît sur votre écran. On ne va pas forcément le laisser trop longtemps. C'est plus pour nous donner un ordre d'idée aujourd'hui de savoir ce que vous êtes en mesure de pouvoir évaluer. On va laisser encore quelques secondes pour ceux qui auraient pris un peu du temps pour voter. Il y a une majorité des personnes qui ont voté. On va considérer qu'on est bon. Hop. Bon, c'est juste pour vous, parce que ça peut être intéressant aussi de pouvoir voir comment ça fonctionne. Normalement, vous devriez voir apparaître les résultats à l'écran. Je ne sais pas si c'est le cas. Donc, c'est intéressant de pouvoir se rendre compte que vous êtes pas mal à pouvoir mesurer, 54% à pouvoir mesurer votre dette technique, mais finalement, pas forcément tant que ça à pouvoir mesurer la dette UX et la dette SEO. Et puis, il y a toute une partie d'entre vous qui ne sont pas forcément en mesure aujourd'hui, avec les outils qu'ils ont, de pouvoir mesurer la dette tout court. Et puis, si vous deviez mesurer, on va dire, sur un ressenti, la dette de votre projet, une partie d'entre vous se disent qu'elle est plutôt faible, une bonne partie se disent qu'elle est entre moyenne et lourde, et puis quelques-uns d'entre vous se disent que ça peut même être pénalisant pour leur business. On va enchaîner sur la partie dette technique. Alors, j'aime bien l'analogie avec la finance. Je trouve ça intéressant de pouvoir comparer les choses comme ça, de pouvoir se dire que quand vous faites de la dette technique, c'est un système un peu comme pour un crédit. Vous venez emprunter du temps parce que vous en manquez au moment du projet. Donc, vous voulez aller un peu plus vite que ce que ça devrait pouvoir prendre comme temps. Donc, vous empruntez un peu de temps, puis après, vous remboursez des intérêts pendant la maintenance parce que on sait que quand ça a été fait potentiellement trop vite, on peut en arriver à se dire qu'il y a une nécessité de pouvoir refaire un peu des choses. Et puis, vous soldez votre crédit en faisant une refonte technique ou pas. Je précise le ou pas parce qu'on sait que ce n'est pas toujours évident de pouvoir faire des refontes techniques sur un projet qui fonctionne d'un point de vue fonctionnel. Mais c'est quand même important de noter qu'il y a une inversion de rentabilité sur le long terme parce que plus vous allez emprunter du temps parce que vous en manquez pour faire réaliser vos projets, plus vous allez rembourser d'intérêts. Vous n'allez pas forcément solder votre crédit régulièrement, solder vos crédits. Et donc, vous allez vous retrouver à un moment donné à rembourser potentiellement beaucoup d'intérêts pendant la maintenance et avoir des projets qui peuvent être compliqués à maintenir. Une question de point de vue. Alors, vous l'avez déjà sûrement tous vécu. Quand vous parlez à votre équipe technique, on vous annonce que le projet il est obsolète et qu'il faudrait le refaire avant même qu'il soit sorti. Les équipes de développeurs ont souvent tendance à penser que ce qui a été fait hier est à refaire aujourd'hui. Et puis, pour vous, il faudrait que le projet puisse durer tant que, en tout cas, les indicateurs que j'ai cités précédemment à surveiller sont OK. Si vous n'avez pas de problème avec les fonctionnalités, avec l'offre, avec ce genre de choses, tant que fonctionnellement, il répond à vos besoins et que vous avez des bonnes performances dessus, finalement, vous vous dites qu'il pourrait durer éternellement. La bonne mesure, elle se situe entre les deux. Forcément, un projet technique a tendance à ne pas durer éternellement, mais il ne faut pas non plus le refaire au moment où il vient juste de sortir. Pour plus détailler la partie obsolescence technique, alors malheureusement ou heureusement, les outils que vous utilisez, ils évoluent, ce qui nécessite donc de pouvoir les mettre à jour assez régulièrement. Vous avez toujours de la tendance à pouvoir vous dire c'est pas très grave d'avoir une version de retard, 2 versions de retard. Aujourd'hui, la majorité des plateformes récentes, si je cite WordPress, Drupal, Symfony, Magento, beaucoup de grandes plateformes modernes vont sortir des versions tous les 6 mois.
vont avoir une grosse version, une grosse refonte tous les 12 à 18 mois, et ce qui veut dire que derrière, ils assurent un support qui dure potentiellement moins longtemps que précédemment. Quand vous arrivez déjà à avoir un support sur 24 à 36 mois, c'est déjà bien. Et donc, vous pouvez facilement vous retrouver avec une plateforme qui est obsolète en termes de technique et qui nécessite donc d'être refaite parce qu'on ne peut plus la faire évoluer ou la maintenir. L'empilement fonctionnel, ça aussi, c'est un classique de la partie d'aide technique. Vous avez tendance à vouloir faire des évolutions sur votre projet, ce qui est assez normal. Vous vous dites que il faut qu'ils suivent vos besoins, il faut qu'ils suivent les demandes de vos clients, de vos utilisateurs. Et donc, vous allez mettre des nouvelles fonctionnalités. Et puis, ce qu'on voit assez fréquemment, c'est il faut la faire forcément pour hier. Donc, on fait ça rapidement. On ne prend pas forcément le temps de le faire super bien ou de bien le réfléchir. Et on se retrouve avec un empilement qu'on dit aussi millefeuille fonctionnel, qui devient compliqué à maintenir parce que y a des briques qui s'embraquent pas forcément les unes dans les autres et donc qui sont un peu compliquées à pouvoir organiser. Et au bout d'un moment, votre projet devient assez compliqué à pouvoir gérer. Les signes qui ne trompent pas sur la dette, il y a des éléments qu'on voit assez fréquemment. Vous avez de plus en plus de régression parce que la plateforme elle est de plus en plus dure à maintenir et elle est de plus en plus instable. Chaque évolution prend plus de temps parce que l'équipe devient frileuse au fait de pouvoir faire des évolutions sur votre projet parce que il est de moins en moins facile à pouvoir gérer et ils prennent le risque d'avoir des régressions qui sont toujours source de soucis. Et puis, ça génère de plus en plus de corrections parce que chaque fois qu'on fait une évolution, on ne voit pas forcément les effets de bord et l'effet millefeuille ou l'obsolescence fait qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus bien et qui nécessitent donc d'être modifiées. Et un corollaire de ça, c'est la dépendance à l'équipe technique. Voilà, vous commencez à être très dépendant des personnes qui l'ont fait parce qu'il n'y a plus qu'eux qui comprennent comment ça marche. Et jusqu'au moment où même eux, ils ne veulent plus travailler dessus parce que c'est devenu complètement obsolète et qu'ils ont envie d'avoir des choses plus modernes. Et vous vous retrouvez en difficulté à devoir trouver quelqu'un d'autre qui veuille bien maintenir ce genre de projet. Sur la mesure de la qualité technique, il y a des outils pour pouvoir mesurer la qualité du code, pour pouvoir monitorer les performances. On y reviendra, on présentera quelques petits outils par la suite. C'est important aussi d'être à l'écoute de l'équipe, de pouvoir savoir que quand ils vous alertent sur le fait que là, ils peuvent le faire, mais que ça risque d'être mal fait, c'est important de pouvoir les écouter, de pouvoir avoir l'information qui provient d'eux. Il faut leur demander aussi de pouvoir argumenter, voilà, et de pouvoir être en mesure de pouvoir valoriser le fait de pouvoir refaire des parties. Mais c'est important de pouvoir avoir leur avis à eux, pouvoir penser plus long terme. Si vous voulez que votre plateforme elle dure plus longtemps, il faut éviter qu'elle devienne de moins en moins performante. Alors, ça peut paraître bête à dire comme ça, mais les effets de millefeuille fonctionnel ou d'obsolescence, vous décidez de ne pas faire une mise à jour de version, puis une deuxième, puis une troisième. Vous continuez d'empiler des fonctionnalités et au bout d'un moment, vous allez voir que votre projet devient immaintenable. On vous présente rapidement trois grandes familles d'outils de mesures techniques. Le premier outil, c'est SonarCube, qui est en fait un outil de monitoring de code qui permet d'avoir des indicateurs. Alors, il vous sort directement un nombre de jours de dette technique. Ce n'est pas toujours très juste, mais en tout cas, ça vous donne un bon indicateur sur la qualité du code. C'est d'autant plus intéressant que ce n'est pas figé, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui décide qu'est-ce qui est un bon code ou pas. C'est du paramétrage. Donc, c'est à vous de décider les bonnes pratiques, à discuter avec vos équipes techniques. Et un bon indicateur à suivre, ce n'est pas forcément de se dire il faut toujours que je sois à 100%, mais c'est en tout cas au fur et à mesure du temps de pouvoir être capable de voir si la qualité elle diminue ou si à minima elle stagne, voire même si elle peut s'améliorer. Et l'effet d'empilement dont je parlais, l'effet d'obsolescence technique, c'est des bons indicateurs qui, eux, vont remonter. C'est-à-dire que quand vous allez empiler des nouvelles fonctionnalités, vous allez vous rendre compte que vos indicateurs de qualité de code, ils descendent, que vous étiez à 90% de qualité de code, puis 89, puis 88, puis ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arriviez à des chiffres qui sont plus raisonnables en termes de qualité. C'est valable pour à peu près tous les outils. Regardez la courbe de suivi, c'est toujours très intéressant. Neuralink, qui est donc un outil pour le monitoring de performance, qui vous permet de pouvoir vérifier les performances plutôt côté back-end, donc les performances de sortie du serveur. C'est aussi important de pouvoir voir, ça vous permet aussi de pouvoir limiter la charge du serveur, de limiter les besoins d'hébergement que vous avez potentiellement, et puis de s'assurer qu'il n'y a pas des fonctionnalités qui plombent complètement les résultats de vos performances d'affichage. Et puis le dernier, c'est des outils type Google PageSpeed, mais il y en a plein d'autres qui vous permettent d'analyser la performance front et d'avoir les informations de temps d'affichage sur les différentes plateformes. C'est un outil qui est très important parce que ça vous permet à la fois de monitorer la performance d'affichage de votre plateforme, donc la performance d'affichage du front, mais c'est aussi un outil qui souvent est utilisé pour des questions de référencement. Et ça, je vais passer la parole à Loïc pour qu'il puisse en parler.
OK, merci Ludovic. Ouais, du coup, là, maintenant, donc on va passer sur un côté qui est effectivement, UX, mais également SEO, mais on va parler plus SEO, on va dire, sur une partie technique, pas forcément de contenu, parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui va vous permettre de vous dire, «Je vais faire une refonte par rapport à un contenu ou pas». Mais par contre, il y a des indicateurs qui vont être importants à savoir et qui vont vous également vous permettre de vous dire, «Bon, il faut que je fasse une refonte» ou effectivement on engage des développeurs pour améliorer ma plateforme. La première chose peut-être question à se poser, c'est, pourquoi je suis plus ou pourquoi je suis pas dans les premières pages de Google? Si c'est ce que vous cherchez, hein, mais je pense que pour la plupart d'entre nous, quand on a un site, c'est qu'on essaye quand même de se positionner, devant nos concurrents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Google n'a pas changé ses pratiques, même s'il les a fait évoluer. Pour lui, un site web qui est indexé, il doit faciliter l'accès à l'information, sous peine d'être pénalisé, en fait. Quand on parle, effectivement du X, et de SEO, donc là, je vous ai mis un petit repère, mais donc l'UX, on va parler plus comportement utilisateur, donc c'est vraiment, quelque chose qui va nous permettre de plaire aux humains, typiquement, et le SEO, c'est toute une partie qui va nous permettre de répondre, aux exigences des moteurs de recherche comme Google, par exemple. Donc c'est vraiment, SEO plaire aux robots, et du coup, effectivement, la combinaison de UX plus SEO, les moteurs de recherche vont vous donner des scores plus élevés en fonction effectivement de la qualité de ce que vous allez mettre, en place sur ces 2 éléments. Du coup, effectivement, il y a un certain nombre de questions à se poser et qui sont toutes importantes. Alors, on va pas toutes les énumérer ici, mais il y en a encore effectivement d'autres. Mais vous pouvez vous poser la question de, votre offre est-elle facile d'accès? Est-ce que votre site web, il a l'air professionnel? Est-ce qu'il répond aux exigences d'aujourd'hui? Est-ce qu'il est, effectivement visuellement agréable pour l'utilisateur? Est-ce que mon utilisateur, se navigue bien dedans? Est-ce qu'il retrouve son information facilement? Voilà, donc c'est tout un tas de questions qui sont très importantes à se poser parce que, ça va vous permettre de vous donner des réponses ou en tout cas d'aller chercher l'information qui vous permet d'y répondre, pour pouvoir effectivement, soit, faire une refonte, soit en tout cas, mettre les optimisations adéquates derrière. Donc effectivement, donc là, on va parler plus sur un audit SEO. Donc pour répondre à ces questions, l'audit SEO, il est important parce qu'il va vous permettre en fait d'établir un diagnostic de santé de votre site. Donc de savoir réellement, à quel endroit ça pêche. Est-ce qu'effectivement il répond pas du tout aux exigences de mes utilisateurs et aux exigences des moteurs de recherche? Ça effectivement l'audit SEO va nous permettre de pouvoir le dire. Nous là, aujourd'hui, pour une refonte, on va plus se focaliser sur un audit, typiquement technique, un audit UX et un audit structurel. Par contre, il y a effectivement, des audits de mots-clés, les audits de concurrence, la sémantique, le contenu qui s'ajoute effectivement en plus sur un audit, et qui est important aussi pour votre partie positionnement, heu, sur les moteurs. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un site est bien positionné en 2021? Déjà, il y a 3 choses qui sont importantes. Donc la popularité, c'est-à-dire que votre site, est-ce qu'il génère énormément de trafic? Est-ce qu'il en génère pas du tout? Donc effectivement, sa cote de popularité, plus il génère de trafic, plus elle est importante. Et ça, effectivement, ça donne beaucoup de légitimité, à votre site et notamment de la part de Google. Le netlinking, est-ce qu'il est bien fait? Donc c'est-à-dire, tout ce qui va être, les liens, entrant vers votre site, donc de la part, de blogs ou d'autres sites web, qui ont positionné des liens, sur leur site pour amener vers votre site. Donc ce qui va montrer à Google aussi que votre site est pertinent en termes d'information. Et puis surtout l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur aujourd'hui Google met un point d'honneur, là-dessus et notamment, il a transformé aussi et amélioré ses algorithmes, qui ne sont pas encore terminés, mais en tout cas qui commencent à l'être aujourd'hui pour cette partie expérience et qui va effectivement, demander, vous demander à vous, quand vous allez faire votre site web, de faire absolument des interfaces expérience utilisateur optimales pour, pouvoir monter dans les moteurs de recherche.
Donc effectivement, la mission de Google, comme je disais tout à l'heure, elle n'a pas du tout changé puisque c'est ce qu'on a vu, depuis le début, c'est organiser l'information mondiale et la rendre accessible et utile au plus grand nombre. C'est ce qui se passe aujourd'hui, mais effectivement avec les évolutions technologiques, et bien, bah, tout change et Google est obligé aussi de faire évoluer ses algorithmes. Donc effectivement, votre objectif aujourd'hui, c'est, mettre l'utilisateur au centre et offrir des contenus pertinents. Parce que si vous ne mettez pas l'utilisateur au centre, de votre stratégie, de site, bah, ça peut devenir compliqué derrière parce que votre site sera certainement pas, optimisé pour l'utilisateur, final. Donc là, il y a plusieurs signaux essentiels, hein, de la part de Google, mais là, notamment, il y en a 3 qui sont sortis assez récemment, et notamment depuis 2021, là, donc qui sont appelés donc les signaux essentiels Core Web Vitals et qui mettent en jeu, donc 3 aspects. Donc la rapidité de chargement, qui est appelé en fait le LCP. Alors en fait, c'est ce qui va permettre de mesurer les performances de chargement. Et en fait, Google préconise dans l'idéal, que tous les éléments soient visibles, 2,5 dans les 2,5 premières secondes. C'est-à-dire que votre site doit être visible, au complet dans les 2,5 premières secondes. Sinon, vous prenez des pénalités. Ensuite, vous avez la réactivité qui est importante également. C'est qu'en fait, c'est au moment où l'internaute peut commencer à interagir avec votre site, donc c'est-à-dire le premier moment où il peut cliquer sur un bouton, donc sur un CTA ou ouvrir un lien, n'importe lequel, sur un menu, et cetera. Donc ça, c'est important et vous avez la stabilité visuelle. Est-ce que votre site, au moment du chargement, des, 2,5 secondes, il bouge de partout et avant de se stabiliser? Ou est-ce qu'effectivement, l'ensemble, des images et cetera sont stables et évitent de perdre l'utilisateur? Donc ça, ce sont 3 signaux qui sont très importants maintenant de la part de Google. Donc il a mis l'accent là-dessus, et qui se rajoutent en plus sur les autres signaux, notamment les mobile friendly aujourd'hui. Donc tout ce qui est vos sites, tout ce qui sont les sites responsive aussi. Les safe browsing, donc pour la navigation sécurisée, notamment les protocoles, HTTPS, et les contenus qui doivent être aujourd'hui facilement accessibles pour le plus grand nombre. Donc à savoir aujourd'hui, c'est que si vous voulez faire une refonte ou si vous voulez faire des optimisations techniques, il faut connaître aussi les chiffres par rapport au mobile. C'est important de savoir que, il y a 51 de la population mondiale qui utilise des smartphones pour, naviguer sur le web, ce qui est quand même énorme. En Europe, on a 79 et en France, c'est 71. Pour vous faire un exemple, aujourd'hui, sur un site d'actualité, un de l'un de nos clients, sur une période de 7 jours, vous le voyez en bas, vous avez environ 80 000 personnes qui sont sur du mobile et 10 000 qui sont sur du desktop. Alors effectivement, là, on parle de site de news, donc on va être vraiment sur de l'actualité, sur le téléphone de tous les jours, des notifications et cetera. Donc ces données-là ne seront peut-être pas pareilles sur vos, comment ça s'appelle? Enfin, sur vos secteurs d'activité, mais la part de mobile tient tous les jours à augmenter et surtout Google met en place, maintenant, les algorithmes sont pour le mobile first. Donc si votre site aujourd'hui n'est pas responsive ou qui ne répond pas en tout cas aux exigences de Google sur le mobile friendly, il va falloir, faire des modifications ou en tout cas optimiser. La rapidité de chargement, donc on en parlait tout à l'heure, c'est hyper important aujourd'hui. Votre site, plus il se met de temps à charger, plus les utilisateurs quittent votre site. C'est-à-dire que et puis là, c'est des données Google que j'ai pu récupérer aussi. Donc là, et puis ce sont les dernières en plus. Donc là, vous pouvez voir sur, des sites qui chargent de 1 à 3 secondes, on a 32 des gens qui quittent votre site. Plus vous augmentez, plus les personnes, sont susceptibles de quitter votre site. Donc c'est hyper important d'avoir un site qui marche vite, j'ai envie de dire, qui charge vite, qui affiche les données rapidement, pour que l'utilisateur n'attende pas. Là, même la donnée Google au-dessus, c'est réduire le temps de chargement de 0,1 seconde peut entraîner une augmentation des taux de conversion de 8. Des taux de conversion de 8 pour 0,1 seconde, je pense que l'effort à faire, il n'est pas énorme, mais pour gagner 8 de conversion, je pense qu'il mérite d'être fait. Je vous ai mis un exemple sur un rapport GTmetrix, notamment sur un de nos sites, qu'on a refondu récemment et sur lesquels on a pu, heu, et sur lesquels on a
on a fait les optimisations nécessaires. Donc, par exemple, là, c'est un rapport GTmetrix. Donc, vous pouvez voir sur un temps d'affichage de 900 millisecondes. Donc, on est largement en dessous des 2,5 secondes. Et du coup, donc des performances qui sont AA. Et voilà. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, et même aujourd'hui, quand on refait des sites, c'est qu'on essaye au mieux de respecter toutes ces normes Google pour optimiser au maximum ces temps de chargement et notamment tout ce qui va permettre d'améliorer l'expérience utilisateur. Pour ceux qui veulent récupérer qui récupéreront en tout cas le PowerPoint, je vous ai mis un lien aussi pour faire un test si vous avez besoin sur un site de Google pour la partie mobile. Donc vous pourrez cliquer dessus, vous accéderez directement au lien et vous pourrez mettre votre nom de domaine pour le faire tester. Donc du coup, pour continuer sur la partie navigation, ce qui est important, mais la navigation, du coup, ça va rentrer dans l'UX et dans le comportement de vos utilisateurs, et du coup, dans l'expérience de vos utilisateurs. Cette expérience, ça doit être optimale aujourd'hui. On va dire que l'information doit être accessible tout de suite, ou en tout cas, la finalité de l'information doit être accessible au maximum en 3 clics pour l'utilisateur. Donc ce qui donne pas beaucoup de possibilités, mais en tout cas de réfléchir au mieux à des interfaces qui sont optimisés pour arriver au maximum à 3 clics pour utilisateur. Donc là, il existe plusieurs outils, et notamment un outil qui s'appelle Hotjar, qu'on utilise nous également ici, et qui va nous permettre de générer en fait des cartographies d'utilisation de votre site, donc ce qu'on va appeler des heatmaps, donc les cartes de chaleur, et qui vont nous permettre de voir où les personnes ont cliqué, où est-ce qu'elles n'ont pas cliqué, et puis d'essayer de comprendre pourquoi elles n'ont pas cliqué. Et de pouvoir modifier en fait, peut-être que le bloc il était pas au bon endroit, peut-être qu'il faut le mettre en dessous. Voilà, donc ça, ce sont toutes des petites optimisations qui peuvent vous permettre aussi derrière de vous dire: «Je vais peut-être pas partir sur une refonte, mais je vais peut-être partir sur un changement de bloc, ou je vais remonter celui-là, ou je vais changer de couleur sur ces boutons-là», et qui vont vous permettre en fait d'augmenter vos conversions. On a une partie aussi, Google Analytics. Bon, alors cette partie-là, effectivement, elle est à prendre aussi à la légère parce que, donc là, c'est sur la partie Universal Analytics, mais sur les taux de rebond, typiquement, donc, à savoir si, plus votre taux de rebond est élevé, en général, plus votre utilisateur, en fait, quitte votre site, donc, pour une raison précise. Maintenant, à prendre aussi à la légère parce on doit souvent le coupler à beaucoup d'autres situations. Et notamment et d'autres métriques pour essayer d'être le plus précis possible. Hem, mais en tout cas, on peut avoir une petite tendance à ce niveau-là sur les taux de rebond. Et ensuite, ah oui, très important, c'est qu'il y a Analytics 4 qui est sorti, en octobre dernier. Donc le taux de rebond maintenant n'existe plus sur Analytics 4 s'il y en a qui l'utilisent. C'est maintenant le taux d'engagement. Donc, à faire attention puisque ça ne fonctionne plus de la même manière. Donc du coup, sur les audits techniques SEO, donc c'est des audits qui vont être, du coup, importants pour vous, pour que vous puissiez prendre votre décision, sur, une refonte ou pas, et il y a beaucoup de points, en fait, à analyser. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns qui sont importants. Donc on utilise pas mal d'outils, notamment, des outils comme SEMrush ou GTmetrix que j'ai pu vous montrer tout à l'heure sur l'analyse des performances, Google PageSpeed ou Screaming Frog qui va nous permettre, en fait, également de crawler votre site en entier, de connaître les erreurs 404, de savoir s'il y a des redirections 301 aussi à faire, parce que toutes ces petites choses peuvent aussi vous ralentir, vous, le site web, ou alors en tout cas perdre l'utilisateur, parce qu'une 404, quand on arrive sur une recherche non trouvée, en général, l'utilisateur quitte votre site. Donc, à faire attention aussi sur ces points-là, ce qui veut dire qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin de refondre votre site, mais il y a peut-être besoin en tout cas de corriger ces erreurs, qui peuvent vous faire, en tout cas, gagner, de précieux de précieux utilisateurs. Donc pour résumer, du coup, l'idée, c'est de se dire, à quel moment, en fait, je refonds mon site et à quel moment j'engage des développeurs pour faire une optimisation, de mon site. C'est-à-dire combien ça va me coûter, de faire l'optimisation, parce que ça peut être colossal en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes, si c'est, des plateformes qui sont pas mis au goût du jour depuis des années, ou qu'elles sont pas maintenues, effectivement, ça peut devenir compliqué derrière, donc peut-être envisager une refonte. Mais par contre, si ce sont, des plateformes qui sont maintenues,
peut-être voir avec des développeurs s'il y a moyen effectivement de faire des optimisations qui vous coûteront bien moins cher qu'une refonte. Voilà, donc les deux, voilà, il faut peser le pour et le contre aussi là-dessus. Mais bien par contre faire en amont ces analyses qui vont vous permettre en fait de pouvoir faire votre choix. Donc effectivement, on a mis la phrase en bas, mais lors de vos prochains projets, effectivement, commencez dès le début à penser optimisation. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le choix, il faut que votre site soit optimisé si vous voulez avoir des résultats sur les moteurs de recherche. Voilà, merci, je vais repasser la main à Ludovic. Donc, la dernière partie, c'est pour vous aider un petit peu dans le choix de la décision de refondre ou pas, d'ailleurs. Et puis aussi, si vous faites la décision, enfin, si vous prenez la décision de refondre, voir un petit peu comment ça peut s'organiser. En introduction de ça, on voulait un petit peu enfoncer le clou sur la partie outillage. C'est vrai que c'est quand même très important de pouvoir derrière avoir un bon suivi sur les différents outils, d'avoir l'information des outils qui marchent bien et l'organisation du projet. Donc, pouvoir se dire que vous avez un certain nombre d'outils qui vous permettent de voir l'évolution de votre qualité, à la fois la qualité technique, à la fois la qualité UX et la qualité SEO. Et tous ces outils-là vous permettent d'avoir une vision moins subjective et un peu plus objective. Donc, d'avoir des informations qui sont quand même précieuses pour vous permettre derrière de faire évoluer votre projet. Rapidement, sur le choix de la refonte ou de l'évolution, vous le savez, et je suppose que vous travaillez tous dans un domaine plus ou moins proche du numérique, ou en tout cas vous utilisez leurs outils. Vous avez dû vous apercevoir que ça évolue vite. J'ai voulu quand même mettre quelques dates en bas parce que j'ai trouvé intéressantes. Une première date, c'est 2010, c'est la première tablette. C'est Steve Jobs qui présentait à l'Apple Conf le premier iPad. Donc finalement, la première tablette, elle date d'il y a 11 ans. C'est pas si vieux que ça. Peut-être que certains d'entre vous ont des sites internet qui datent de cette époque-là. Donc, il faut se dire que il y a 11 ans, ça paraît maintenant être il y a une éternité. La deuxième image, c'était sur les assistants vocaux, donc que ce soit Alexa, Google Home ou ce genre de choses. Ça, c'est pareil, ça date d'il y a 5 ans, c'était 2016. Maintenant, peut-être que pas mal d'entre vous ont des assistants vocaux chez vous et ont pris l'habitude de parler à leur table basse pour commander des produits sur Internet. Voilà, donc ça fait partie des choses. Ça rentre dans les mœurs, ça rentre dans les usages. Et donc maintenant, on est un peu étonné quand on ne peut pas l'utiliser pour interagir avec un site Internet. 2017, c'est une espèce de révolution des chatbots. Ça existait déjà précédemment, parce que c'est des technologies qui sont un peu plus anciennes que ça. En tout cas, leur popularisation et le fait que ça sorte sur des plateformes Internet, c'est 2017, donc ça devient quand même assez récent. Et puis, le dernier aspect, c'est sur la partie mobile first. Alors, même si on en a déjà parlé, et effectivement, les usages mobiles deviennent de plus en plus importants. En 2017, l'usage mobile dans le monde a dépassé l'usage du desktop, donc c'est quand même pas très vieux non plus, mais il n'empêche que c'était il y a quelques temps. Et je vous ai quand même mis en 2023 le moment où on estime que ça le dépassera en France, parce qu'aujourd'hui, selon les statistiques, en France, c'est toujours le desktop qui est numéro 1. Donc, on voit souvent des clients qui viennent nous dire qu'il faut faire du mobile first, mais il n'empêche qu'il y a quand même encore beaucoup de personnes qui utilisent du desktop en France. On sait, et c'est une évidence, que la partie mobile va forcément croître de plus en plus et qu'il faut aller vers ces usages-là. Mais on a l'impression depuis des années que c'est du mobile first qu'il faut faire sur tous les projets, alors que vous voyez, c'est un petit peu avant-gardiste déjà pour la partie française, parce que c'est quand même sur la totalité du trafic, une partie desktop majoritaire encore aujourd'hui. Je rejoins ce que disait Loïc, ça dépend quand même de votre type d'activité. Si vous faites de la news, par exemple, certainement que votre plateforme est déjà majoritairement sur mobile, comme vous l'avez vu sur un exemple client. Éviter les petits ajustements. On a des fois des clients qui nous disent bon voilà, je sais bien que j'ai une vieille plateforme, je sais bien qu'elle marche plus très bien, mais je voudrais bien refaire des fonctionnalités dessus, ou je voudrais bien refaire juste une refonte graphique. Ces ajustements-là, souvent, ils vont être beaucoup plus coûteux qu'autre chose. Ça va vous coûter cher de remettre une petite couche d'un peu jolie, et au final, ça ne fera pas en sorte que votre projet il soit reparti pour 5 ans. Vous allez juste potentiellement économiser quelques mois sur une refonte complète, et vous allez dépenser de l'argent pour une customisation qui n'est pas forcément optimale. Donc, c'est aussi un sujet sur lequel moi, je vous déconseillerais de venir se dire OK, ma plateforme, elle a 10 ans, elle n'est plus du tout au goût du jour, ni techniquement, ni d'aucun point de vue. Je vais venir changer le logo. Ce n'est pas parce que vous avez changé le logo et 3 couleurs que votre plateforme va repartir pour 10 ans. Voilà, ça peut apporter un plus, parce que des fois, c'est important de pouvoir mettre à jour au niveau esthétique aussi. Mais de la même manière, si vous faites une refonte technique et que derrière, vous laissez une vieille ergonomie ou un positionnement SEO qui n'est pas au point, vous allez avoir l'impression d'avoir dépensé de l'argent pour rien, et vous aurez plutôt raison.
S'appuyer sur des données, alors on en a déjà parlé, mais c'est quand même très important que derrière, vous demandiez à vos équipes techniques, à vos équipes marketing, à vos prestataires, et que vous aussi, vous puissiez avoir cette information-là, de pouvoir suivre toutes ces données-là, de pouvoir avoir des rapports concis. Il existe des outils comme par exemple Google Data Studio qui vous permet d'avoir une petite agrégation de ces informations-là. Et vous pouvez rapidement avoir une interface qui vous permette de voir vos dernières ventes, vos statistiques, votre positionnement SEO et ainsi de suite. Et c'est quand même bien d'avoir un visuel dessus parce que quand vous voyez des courbes comme sont affichées là sur l'image, vous pouvez vous rendre compte que potentiellement, si c'est une courbe dans le temps et pas une courbe sur une journée, par exemple, vous pouvez vous dire j'étais vraiment au top au début, puis là, de moins en moins, et vous pouvez vous dire qu'il y a peu de chances que ça s'inverse si vous faites rien. Donc, c'est important de pouvoir suivre ces données-là et de les mesurer correctement. Choisir le bon moment. Alors souvent, quand on vient nous voir pour faire une refonte, c'est parce que vous avez un besoin urgent. Vous avez une campagne de communication qui va arriver, vous avez un événement important, vous voulez rattraper un concurrent qui vous a dépassé, c'est bientôt les soldes et il faut que vous ayez un nouveau site e-commerce. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour faire une refonte parce que vous êtes dans l'urgence et que, comme vous avez pu le voir au tout début quand je parlais de dette technique, quand on est dans l'urgence, vous allez créer de la dette au moment où on va faire la refonte. Et la refonte, c'est quand même aussi l'occasion de repartir sur quelque chose le plus propre possible et donc d'éviter d'être dans un moment de rush où vous allez être en panique avec une deadline trop serrée. Et même si on peut essayer, nous, de la tenir, ce ne sera pas forcément dans les meilleures conditions. Et il faut aussi se dire que vous n'allez pas forcément vous prendre les bonnes décisions parce que vous allez être pressé. Nous, on ne va pas forcément prendre les bonnes décisions techniquement non plus. Et finalement, peut-être que la rentabilité de votre projet ne sera peut-être pas au rendez-vous quand vous allez le mesurer dans le temps. Donc, c'est important aussi de pouvoir se dire j'utilise un moment de calme pour derrière venir réfléchir à ce que je pourrais faire, à comment le faire et à bien faire les choses. Le sujet suivant, c'est d'essayer de ne plus faire de refonte. Je voulais juste vous présenter quelques grands acteurs que, a priori, vous connaissez bien, pour vous montrer des exemples d'outils qui au niveau de leur présentation, en tout cas, essayent de ne pas trop révolutionner les choses. Vous voyez par exemple Google, vous avez en bas les échelles de temps. Donc la première page, c'est 2011, que certains d'entre vous ont dû connaître. Et puis la dernière, c'est 2021. Et vous allez me dire, d'un premier abord, ça se ressemble quand même pas mal. Ils n'ont pas fait évoluer plus que ça les choses. Et finalement, quelque chose qui marche bien peut durer dans le temps. Donc ça marche plutôt bien à ce niveau-là. On a fait le même exercice avec Facebook, la page d'inscription, se dire comment est-ce qu'elle a pu évoluer de 2011 à maintenant. Et vous vous dites, il y a des petits ajustements, il y a des petites modifications, mais finalement, ça se ressemble quand même pas mal. Il y a des choses qui sont quand même assez proches. Donc, voilà, finalement, ça évolue pas forcément tant que ça. On a fait le même exercice avec Amazon de 2011 à maintenant, pouvoir se dire, finalement, le moteur de recherche n'a pas évolué tant que ça non plus. Alors, je vous ai mis que le haut de la page parce qu'Amazon présente des produits en dessous, donc forcément, les produits n'étaient pas les mêmes. Parce qu'en revanche, même si l'ergonomie de leur moteur de recherche et de leur header n'ont pas beaucoup bougé, les produits qu'ils vendent, eux, ils ont beaucoup changé. Mais vous voyez que ça se ressemble quand même. Il y a des choses qui… voilà. Et puis, tout ça, c'est des comparatifs sur 10 ans, donc c'est quand même pas mal. Un petit contre-exemple, enfin un semi-contre-exemple avec Booking.com. Vous voyez la version de 2011, la version de 2016, et puis j'aurais pu vous mettre la version de 2020 qui était à peu près la même que celle de 2011 et de 2016. Vous allez me dire, ouais, celle de 2021, elle a quand même pas mal bougé. Et là, c'est le bon contre-exemple. C'est Booking.com ne faisait que de l'hôtellerie. Donc, ils ne faisaient pas bouger leurs outils parce que ils trouvaient que ce qu'ils avaient, c'était pas mal. Et donc, vous voyez, il y a un changement de logo entre 2011 et 2016. Mais finalement, le formulaire ressemblait. Ils avaient une présentation qui était assez similaire. Et donc, on s'y retrouvait quand même pas mal. Et puis en 2021, changement complet. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont mis à vendre autre chose que de l'hôtellerie. Maintenant, vous pouvez acheter des billets d'avion, vous pouvez acheter des séjours, vous pouvez louer des voitures, vous pouvez réserver des attractions et ce genre de choses. Et donc, quand vous changez complètement d'activité, ça peut valoir le coup de se dire, j'essaye pas de faire rentrer des ronds dans des carrés et j'essaye complètement de faire une refonte sur mon projet. Parce que là, ça mérite, parce que je vais présenter les choses de manière complètement différente. Donc, ça peut valoir le coup d'avoir quelque chose de totalement nouveau. Alors là, vous allez me répondre, si les plus grands acteurs du numérique que sont les GAFA font peu évoluer leur projet, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que si je fais mon projet une bonne fois pour toutes, je n'aurai plus besoin d'en préoccuper. J'ai plus trop besoin de développeurs parce que finalement, une fois que je l'ai fait une fois, il n'a plus besoin de trop bouger. Et puis, une fois que j'ai eu ma bonne idée, mon design épuré, c'est bon, je suis parti pour 10 ans et j'ai rien besoin de toucher. C'est pas le cas. Si on regarde ce qui se passe dans la réalité, en fait, Google a communiqué il y a un peu moins d'un an maintenant et a expliqué qu'en fait, il faisait jusqu'à une dizaine de mises en production par jour. Donc, ça peut paraître énorme, mais en fait, ils font évoluer les choses petit à petit. C'est-à-dire que si je reviens sur la page de Google avant, vous vous rendez compte qu'il y a des petites nouveautés. Ils n'ont pas forcément révolutionné les choses, mais ils ont rajouté des petites choses. Vous voyez, en particulier sur le dernier,
Maintenant, vous avez la recherche vocale. Alors, ce n'est pas forcément hyper visible, et voilà, mais c'est une fonctionnalité importante. Et puis, ils changent des choses très régulièrement. Vous pouvez, pareil, voir sur Facebook qu'il y a des petites nouveautés, des choses qui ont été simplifiées, des choses qui ont été améliorées. Et en fait, ils essayent de faire évoluer les choses très, très régulièrement. Alors là, vous avez des screenshots tous les 5 ans, donc ça vous paraîtrait être très lointain. Mais de la même manière, l'application Facebook, en 2020, elle a été mise à jour, je crois, un peu plus de 900 fois. Donc, ça vous donne un ordre d'idée du rythme de mise à jour de l'outil, et de vous donner un ordre d'idée aussi du fait que non, ce n'est pas qu'ils sont immobiles, mais ils ont décidé de ne plus faire des refontes complètes. Ils ne veulent pas refaire l'ensemble de la plateforme, ils veulent tester des fonctionnalités un peu isolées pour voir ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Ça nous amène à vous présenter l'approche produit. Donc, plutôt que de réfléchir en approche projet, d'avoir plutôt une approche produit. J'ai mis les quelques comparaisons pour faire des similitudes avec ce que vous pouvez avoir sur un projet en particulier. Quand vous êtes sur un projet, en général, vous allez avoir des itérations un peu longues, vous allez avoir une première phase de spécification, vous allez essayer d'être le plus complet possible. Puis après, vous allez faire une réalisation, souvent en waterfall, donc une grande phase de réalisation un peu, vous ne voyez pas forcément trop bien ce qui se passe. Vous avez un périmètre qui est assez fixe parce que vous l'avez bien rédigé dans votre cahier des charges. Et puis, à la fin, une fois que vous avez terminé votre projet, vous allez longuement le tester parce que vu qu'il y a eu 6 mois de développement, vous prenez 2 mois pour venir vérifier que tout est OK. Et puis après, vous pouvez sortir le projet. Et là, en général, vu que vous avez passé beaucoup de temps à faire le projet, vous avez investi beaucoup d'argent, vous n'êtes pas forcément en mesure de pouvoir derrière le faire vivre. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, tous les 3 ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans, suivant le rythme nécessaire de votre activité, vous allez refaire ce cycle-là. Et donc, dans l'interpériode, si on se dit que vous faites votre projet tous les 5 ans, pendant un an, vous êtes très, très mobilisé, vous êtes à fond, vous allez faire votre projet. Et puis après, pendant 4 ans, il ne se passe pas grand-chose. Donc, votre projet dépérit petit à petit, puis il ne correspond plus du tout à vos attentes. Et là, vous vous dites, il faut complètement le refaire. Sur une approche produit, c'est complètement différent. C'est une fois que vous avez votre base produit qui est stable, vous faites des itérations courtes, mais régulièrement. Ça permet aussi d'avoir une activité par rapport à vos clients. C'est intéressant parce que vos utilisateurs, ils voient que votre plateforme, elle bouge. Ils n'ont pas l'impression qu'elle est complètement obsolète au bout de très peu de temps. Vous avez un périmètre qui est fluctuant, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre pendant un an, parce que votre activité, potentiellement, elle peut bouger en un an. Vous pouvez avoir des nouveaux concurrents, vous pouvez avoir des nouvelles idées, et donc faire bouger un peu les choses. C'est un budget plutôt de fonctionnement que d'investissement, parce que c'est quelque chose de plutôt récurrent. Donc, vous allez investir pas forcément en une seule fois un gros budget, mais plutôt en plusieurs fois des budgets plus raisonnables. Souvent, on est sur des méthodes plutôt agiles parce que ça se prête bien à ce mode de fonctionnement. Quand on travaille sur un produit, ce principe d'itération courte, de périmètre fluctuant va plutôt être pratique là-dessus. Vous allez plutôt vous appuyer sur des retours clients, c'est-à-dire que plutôt que de se dire que vous rédigez un cahier des charges de 300 pages et qui ne bougera plus, vous allez sortir des fonctionnalités. Puis si vous voyez qu'elles marchent bien, vous allez pouvoir les enrichir. Si vous voyez qu'elles marchent moins bien, vous allez soit les abandonner, soit les mettre un peu de côté. Et vous allez tester beaucoup plus, c'est-à-dire qu'à la place de tester une fois très très longtemps au moment de la sortie d'un projet, vous allez pouvoir faire des tests auprès de vos utilisateurs, vous allez pouvoir rechallenger les idées que vous avez, et ça, c'est quelque chose de très très important. Juste pour redonner un ordre d'idée, ça c'est plutôt un diagramme agile, donc c'est plutôt sur la méthodologie, mais c'est intéressant quand même. Vous dites que quand vous faites un projet, vous êtes plutôt sur un mode waterfall, donc vous allez avoir un scope qui va être bien défini, qui va être fixe, donc un périmètre, vous avez rédigé un gros cahier des charges qui vient tout bien détailler, on est tout bien au courant de tout ce qu'il faut faire, et puis après, les deux variables d'ajustement, ça va être le temps et les ressources. Alors souvent, vous n'avez pas beaucoup de temps et vous n'avez pas forcément beaucoup de ressources à y allouer non plus, et donc le scope va en pâtir un petit peu. Quand on est sur une approche produit ou sur une approche plutôt agile, vous allez avoir des ressources à disposition, un délai à disposition. Vous allez vous dire, par exemple, je ne sais pas moi, j'ai 2 semaines de développement par mois ou 2 semaines de développement par trimestre, et vous allez adapter le scope le plus pertinent. C'est-à-dire que vous allez vous dire, qu'est-ce qui a le meilleur ROI, comment est-ce que je peux avoir le meilleur retour sur investissement sur le temps et les ressources que je vais y allouer. Et ça peut aussi avoir l'intérêt d'éviter de penser un scope qui pourrait être bien pour vos utilisateurs et qui finalement ne l'est pas. Loïc parlait tout à l'heure de Hotjar. C'est assez impressionnant quand vous passez Hotjar sur votre projet, vous vous rendez compte qu'en fait, vos utilisateurs, ils n'utilisent même pas 10% de ce que vous avez fait. Et ce qui veut dire que potentiellement, vous avez développé 90% pour rien. Donc voilà, c'est aussi intéressant de pouvoir tester, de valider auprès des utilisateurs que ce que vous faites a vraiment de la valeur. J'aime bien ce graphique parce que souvent, quand vous les trouvez sur Internet, vous avez que les 2 premières versions. Vous avez la première ligne et la deuxième. En gros, la première ligne qui vous dit que ce n'est pas une approche MVP parce que finalement, à l'étape 1, vous n'avez rien qui fonctionne. À l'étape 2, vous n'avez toujours rien qui fonctionne. À l'étape 3 non plus. Il faut attendre l'étape 4 pour avoir quelque chose qui marche vraiment bien. Là où la deuxième ligne, effectivement, dès l'étape 1, vous avez quelque chose qui marche bien. Vous pouvez déjà vous déplacer. À l'étape 2, ça marche encore un peu mieux. À l'étape 3, c'est encore un peu mieux. Puis à l'étape 4, vous avez encore apporté des améliorations. Donc, on pourrait se dire que c'est déjà une approche MVP parce que finalement, vous avez commencé petit et vous faites évoluer dans le temps. Moi, j'aime pas beaucoup cette approche-là parce qu'à la fin de votre projet numéro 1, vous allez jeter ce que vous avez fait.
à la fin du projet numéro 2 aussi, à la fin du projet numéro 3 aussi, et au 4 aussi. Et donc, potentiellement, pour moi, le côté MVP et produit, c'est justement de ne pas jeter à chaque fois, parce que sinon, ça correspond en fait à faire 4 fontes, et ce n'est pas forcément le meilleur investissement. Donc, dans la dernière partie, vous vous dites, bah, le 1, ce n'est pas terrible, mais finalement, si c'est pour se déplacer d'un point A à un point B, bah, ça marche. Le 2, bah, je veux me déplacer d'un point A à un point B. En plus, il faudrait que je transporte des choses. Ça marche toujours. Donc, vous avez répondu aux besoins de ce sujet-là. Vous n'êtes pas forcément au top du produit, mais vous avez répondu aux besoins que vous avez à ce moment-là. Le 3, bah, vous avez besoin de faire vous déplacer et vous avez peut-être besoin de faire emmener des gens. Bon, après, voilà, c'est peut-être pas forcément la plus belle voiture qu'il y avait. Et la 4, bah, vous avez fait un peu de customisation. Alors attention, parce que sur cette image-là, ça donne l'impression qu'il faut d'abord faire la partie technique et finir par le côté esthétique. C'est pas vrai du tout. Si j'avais pu trouver une image mieux, j'aurais dit que ça valait le coup dès le numéro 1 d'avoir quelque chose qui soit user-friendly. Donc d'avoir quelque chose qui soit optimum pour vos utilisateurs. Et donc peut-être que d'avoir une plus jolie couleur ou d'avoir quelque chose de plus confortable en termes d'utilisation, c'est aussi important que derrière la fonctionnalité propre. Voilà. Les tests, c'est très important. Vous allez avoir quelqu'un qui va arriver dans votre entreprise et qui va vous dire c'est lequel le bon crayon à sortir. Voilà, demain, je veux vendre des crayons et j'arrive avec tous ces modèles-là et je voudrais bien savoir lequel c'est le bien. Voilà, lequel est le mieux et lequel va me rapporter le plus d'argent. Et là, vous avez 2 solutions pour ça. Vous allez vous fier à votre avis à vous ou à l'avis de votre collaborateur qui vous les présente. Et potentiellement, vous allez vous tromper. Donc, vous allez décider de produire 1000 crayons comme celui qui est à droite. Et puis, en fait, celui qui se serait bien vendu, c'était celui de gauche. C'est pas de bol. Vous allez vous retrouver avec 1000 crayons qui ne servent pas à grand-chose. C'est pareil pour votre plateforme. Si vous vous fiez qu'à votre avis à vous, des fois, vous allez vous tromper. Alors, vous connaissez sûrement bien votre domaine d'activité, vous connaissez sûrement bien vos clients, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on voit très régulièrement le fait qu'on fait un projet pour se faire plaisir à soi et pas forcément pour faire plaisir à nos clients. Donc là-dessus, c'est important de faire du test utilisateur, de pouvoir valider les choses. Là, le meilleur moyen, c'est faites une photo de vos crayons, vous les publiez sur un réseau social ou sur quelque chose comme ça, vous voyez l'intérêt des gens pour les différents types de crayons et vous vous garantissez qu'au moins sur le panel utilisateur que vous allez valider, vous allez sortir le projet qui va bien. Donc là, c'est pareil pour votre projet web. Vous avez une liste de fonctionnalités, faites-le valider à vos clients ou à vos équipes terrain ou aux futurs utilisateurs. Faites en sorte que ce qui va sortir ait été validé un minimum par vos clients. La réalisation, alors là aussi, vous allez avoir tendance à vous dire plus j'en fais et plus j'ai des chances de tomber juste. Et ça, c'est une mauvaise pratique aussi. Évitez de se dire j'en fais le plus possible, comme ça, il y aura bien quelque chose qui va marcher. Essayez de réfléchir en amont à qu'est-ce qui va marcher et d'en faire le minimum possible. Si vous voulez être réactif, que votre projet y vive réellement et pas avoir une évolution tous les 6 mois, il faut penser raisonnable en termes de taille. Donc, faites pas forcément des projets qui soient trop gros, faites pas des itérations qui soient trop grosses parce que sinon, vous allez en revenir à faire une refonte tous les X mois. Camouflé sous un faux prétexte d'évolution. Mais dans la réalité, si chacune de vos évolutions prend 6 mois, en fait, vous faites des refontes régulièrement. Donc, ce n'est pas forcément la bonne pratique à avoir. Si vous avez testé votre marché avant et les évolutions qui pourraient être intéressantes, faites des petits lots. Voilà, restez sur une taille raisonnable. Sur les itérations courtes, la manière dont on travaille régulièrement, c'est vous avez la liste des fonctionnalités dont vous rêvez, utiles ou moins utiles, urgentes ou moins urgentes. À partir de là, vous allez travailler avec vos équipes, donc en refinement, pour faire valider la faisabilité technique, l'intérêt. Se dire, je m'étais dit que ce serait une bonne idée de mettre un chatbot sur mon site, et puis finalement, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand intérêt parce que vos utilisateurs n'y voient pas un intérêt, ou que votre équipe technique vous dit la mise en place de tel ou tel outil, ça va prendre 50 jours, et là, vous vous dites non, ça ne vaut pas le coup. Je ne vais pas investir 50 jours pour faire cette fonctionnalité-là, ce n'est pas utile, et je pourrais faire d'autres choses plus utiles avec un meilleur retour sur investissement. Puis une fois que vous avez bien calé ces choses-là, vous arrivez sur un sprint planning. En gros, vous allez garder que ce qui vous paraît indispensable à ce moment T. Donc voilà, vous allez garder quelques fonctionnalités. Vous faites un sprint de 2 à 4 semaines. On essaie d'avoir des itérations qui sont courtes sur les livraisons. On vous montre ce qui a été réalisé. Et une fois qu'on vous montre ce qui a été réalisé, ça part directement en production. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un mode de fonctionnement où on vous livre une première itération de 2 semaines, puis une deuxième itération de 2 semaines, et puis on attend d'en avoir livré 10 comme ça avant de faire une mise en production, parce que sinon vous n'y avez rien gagné non plus, vous ne pouvez pas tester. Donc là, le but, c'est de se dire, toutes les 2 semaines, je remets quelque chose, même si c'est une petite fonctionnalité. J'essaie de voir déjà si elle marche bien, si mes utilisateurs sont satisfaits, si mes tests montrent que je suis OK avec ça, si mes mesures de qualité restent bonnes aussi. Ça vous permet aussi d'avoir la mesure de la qualité régulièrement, parce que si vous faites une seule mise en production tous les ans, vous ne saurez pas ce qui a pu pénaliser votre qualité technique, votre dette SEO ou votre dette UX. Enfin, voilà, ça va être beaucoup plus compliqué à mesurer. Alors que là, si vous faites régulièrement des livraisons, vous allez voir s'il n'y a pas eu des erreurs de fait au moment de la conception, ce genre de choses. Donc, c'est important de les faire le plus régulièrement possible pour pouvoir être capable de mesurer et de réagir.
Et puis, si vous partez sur ce rythme-là, vous allez forcément avoir des déploiements qui vont arriver plus fréquemment et vous allez avoir besoin de tester plus fréquemment aussi. Si je vous dis on fait une mise en production toutes les 2 semaines, vous allez me répondre non, mais à chaque fois qu'on fait une mise en production, nous, il faut qu'on teste pendant 2 semaines, donc c'est pas possible. Il faut aussi s'équiper, avoir des outils d'intégration continue, de déploiement continu qui vous permettent de tester automatiquement. Il y a des systèmes de tests automatiques qui vous permettent de garantir qu'il n'y a pas de régression, qui vous permettent de garantir qu'on est bon sur la qualité de ce qui a pu être livré et que ça n'a pas mis en péril le reste du projet non plus. Parce que c'est plus facile de venir tester que 2 semaines de développement, mais il faut faire attention à ce que ça n'ait pas impacté le reste. Donc, mettre en place des tests. Alors, je sais qu'on parle beaucoup de tester, mais finalement, c'est quand même une très bonne pratique pour gagner aussi du temps humain et vous permettre à vous d'avoir un peu plus de disponibilité pour faire d'autres choses. Faire vivre le produit. Alors, si vous vous souvenez, sur la slide, il y a 2 slides, il y avait toute une partie avec le backlog. Et puis, vous allez me dire, mais finalement, si je fais un backlog comme un cahier des charges dans lequel je mets 300 fonctionnalités et qu'elles ne bougent jamais, vous allez juste me faire mon projet en plus de temps, avec plus d'itérations, mais ça ne va pas forcément servir à grand-chose. Ce n'est pas le but. C'est de se dire, aujourd'hui, vous avez votre backlog dans lequel vous vous êtes dit, je vais faire ma fonctionnalité 1, 2, 3, 4. Imaginons que vous puissiez en prendre qu'une seule à la fois, vous allez prendre la 1 dès le départ. Et puis finalement, le temps que la 1 se fasse, vous avez retravaillé avec vos équipes, vous avez rediscuté. De là, on vous a dit, finalement, la fonctionnalité 4, qui n'était pas si prioritaire, il faudrait la faire plus vite parce qu'on voit bien que nos concurrents, ils ont investi dessus et que ce serait peut-être quand même une bonne chose. À côté de ça, on a vu qu'on avait aussi des concurrents qui avaient sorti une fonctionnalité 5 qui a l'air de bien marcher. Donc, celle-là, il faudrait la créer. Et puis, finalement, la fonctionnalité 2 qu'on avait prévu de faire rapidement, elle n'est pas si urgente que ça, on peut en la sortir. Et puis, vous remarquez que la fonctionnalité 3 a complètement disparu parce que vous vous êtes rendu compte que soit vous aviez fait un premier jet de cette fonctionnalité-là et elle ne marche pas du tout auprès de vos clients, et donc ça ne sert pas d'aller investir plus. Soit parce que vous vous êtes dit, finalement, le marché, il a bougé déjà. Même si c'est des petites périodes de temps, des fois, ça évolue vite. Et finalement, ce n'était pas la peine de le faire. Et vous voyez directement que si vous étiez parti sur une approche projet, vous auriez fait un 2, 3, 4. Et qu'au final, quand on regarde la partie repriorisée, là, vous feriez plutôt un 4, 5. Et peut-être le 2 si vous avez encore un peu de temps. Ça vaut quand même le coup de pouvoir se dire, je fais vivre mon projet dans le temps. En conclusion, rapidement sur les différentes parties qu'on a pu aborder ensemble. Pour résumer, en gros, le besoin, c'est d'être capable de pouvoir mesurer les choses, donc d'être capable de pouvoir voir aujourd'hui dans quel état est votre plateforme. Donc, soit d'être en mesure d'avoir ces indicateurs-là, soit faire un audit technique, un audit SEO, un audit UX, enfin voilà, toutes les parties qui peuvent être nécessaires pour pouvoir mesurer le bon fonctionnement ou pas de votre plateforme aujourd'hui. Et puis, si vous vous rendez compte que votre audit technique, votre audit SEO, votre audit UX, ou les trois ne sont pas forcément très bons, et que c'est le bon moment de faire une refonte, ça vaut le coup de garder en tête quelques bonnes pratiques, pas être dans l'urgence. Même si votre plateforme elle est plus up-to-date, que vous avez des événements qui arrivent, parce qu'il y a toujours des événements marketing, commerciaux, concurrentiels qui vous poussent à aller le plus vite possible. Dans le cas de la mise en place de la première version d'un produit, ça vaut le coup de prendre le temps, de ne pas forcément trop se presser. Pensez ROI, pas vous dire je vais faire cette fonctionnalité-là au cas où, mais il faut quand même pouvoir se dire est-ce que vraiment mon ROI il est pertinent ou pas. Éviter les fausses bonnes économies, du genre je vais faire que la moitié de cette fonctionnalité-là et je ferai l'autre moitié plus tard, sauf que potentiellement, si vous ne faites pas la totalité de la fonctionnalité, elle ne marche plus. Et donc, c'est une fausse bonne économie parce que vous allez avoir dépensé que la moitié du budget que vous aviez prévu, mais pour rien. À la limite, si vous vous dites que cette fonctionnalité-là, elle n'est pas si utile que ça entièrement, il vaut mieux rien faire que faire quelque chose à moitié. Donc, éviter ces aspects-là. Bien identifier vos KPI, donc la mesure de la performance, être capable de pouvoir se dire, même sur un site vitrine, un site de marque, est-ce que j'ai suffisamment de trafic? Est-ce que j'ai des conversions sur de la lead génération, ce genre de choses? Ce n'est pas toujours des KPI de vente. On a souvent des clients qui à tort, se disent qu'on ne mesure la performance que d'un site e-commerce. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez mesurer la performance de toutes les plateformes. Si vous la faites, c'est bien qu'il y a un intérêt, sinon vous ne la feriez pas. Et cet intérêt-là, il faut qu'il soit mesurable. Donc, dès le début de votre projet, soyez capable de pouvoir dire, un bon indicateur, ce serait ça. Pensez à MVP. Éviter le côté, on est sur un projet dans lequel je vais en faire le plus possible, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper. Pensez à MVP, pensez tester avant, et dites-vous qu'il vaut mieux faire un minimum viable que le maximum possible, qui représentera sûrement une grande partie de jeté parce qu'inutile. Prévoir une roadmap produit, ça c'est important aussi sur la priorisation moyen terme, d'être capable de pouvoir se dire que vous allez avoir un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent arriver dans le temps et qui peuvent vous permettre de faire vivre votre produit. Même si vous apercevrez certainement que la moitié de ce que vous avez prévu en termes de roadmap, vous allez le jeter, mais n'empêche que si vous vivez trop au jour le jour, vous allez perdre en réactivité par rapport à vos concurrents, par rapport à vos besoins. Et donc, c'est quand même bien d'avoir une liste de fonctionnalités qu'on aimerait bien faire à moyen terme.
Alors, je sais que si vous pensez à dans 6 mois, tout peut bouger d'ici les 6 prochains mois, mais c'est quand même bien de se projeter. Et puis, ça permet aussi aux équipes de réalisation et aux équipes marketing chez vous de voir vers où est-ce qu'elles pourraient tendre. Ce n'est pas forcément des choses que vous ferez, mais en tout cas, ça donne de la visibilité. Et puis le dernier, et que je redis encore une fois, et j'espère que vous l'aurez compris vu que je l'ai répété plein de fois, c'est prévoir des outils de mesure de performance. Voilà, c'est vraiment très, très important. Si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir mesurer les choses, vous allez avoir un aspect subjectif qui peut être à la fois positif ou négatif. Vous allez vous dire, finalement, mon site, il n'est pas si mal alors qu'il est peut-être pas très, très bien. Ou vous allez vous dire, mon site, il est vraiment nul alors qu'en fait, il est peut-être pas si mal que ça. Et là, au moins, le fait d'avoir des choses mesurables et quantifiables, ça remet les choses à plat et ça évite que vous posiez la question de est-ce que je suis bien ou pas. Là, les chiffres vous donneront toutes ces informations-là. Et je le redis, ça peut être un petit dashboard. Voilà, il y a des outils qui existent pour faire un mini dashboard pour que vous ayez tous ces indicateurs-là sur une même page et pas forcément d'avoir besoin d'avoir un développement très, très lourd ou de vous obliger à aller voir 50 outils tous les jours pour savoir si votre site est toujours up-to-date. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a des questions. Alors, hop, je reviens sur les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, vous pouvez les poser dans le chat. La repriorisation des fonctionnalités d'un site en production ne nuit-elle pas à l'UX? Alors, ça, c'est des aspects qui sont à réfléchir effectivement. De la même manière que quand vous avez une approche produit, vous allez sortir des fonctionnalités au fur et à mesure. Et il faut éviter l'effet arc-en-ciel sur votre site. On parlait de l'effet fonctionnel, l'empilement fonctionnel et le millefeuille fonctionnel. Évitez ça aussi sur les aspects UX. C'est-à-dire que si vous vous dites j'essaye de changer les couleurs de mon site à chaque fois que je vais sortir une fonctionnalité, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui n'a plus aucune pertinence. Là-dessus, il y a des systèmes qui existent. Il y a des systèmes, par exemple, comme le design system, qui vous permet d'avoir des bases de chartes graphiques qui sont réutilisables d'un module à l'autre, donc de facilement pouvoir avoir une cohérence graphique sur ça. Et puis après, le fait de pouvoir reprioriser les fonctionnalités, il faut que ce soit toujours en faveur de l'expérience utilisateur. Ça doit être la priorité à donner à ces aspects-là, c'est-à-dire se dire comment est-ce que je vais pouvoir au mieux servir mon utilisateur final. Et donc, normalement, quand vous allez prioriser les choses, vous allez justement donner des fonctionnalités qui vont être pertinentes par rapport à l'expérience utilisateur. Maintenant, faut-il encore qu'elles s'intègrent bien en termes de parcours, du X, du Y, et ça fait partie des choses aussi. Si aujourd'hui, vous avez un site, je ne sais pas moi, qui vend des chaussures et que vous dites ça cartonne les assistants vocaux, je vais me mettre à vendre des assistants vocaux, c'est sûr que si vous avez tout votre catalogue qui est fait pour vendre des chaussures et qu'au milieu, vous mettez 3 assistants vocaux, ça va être bizarre. Il va y avoir un problème de cohérence, donc il faut éviter ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. A priori, on a encore un petit peu de temps parce qu'on s'était dit qu'on allouerait un peu de temps aux questions. En tout cas, si vous avez d'autres questions peut-être plus spécifiques que vous ne voulez peut-être pas poser sur le chat et que vous avez des questions propres à votre site internet, à vos outils de mesure ou ce genre de choses, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez à l'écran nos coordonnées, vous aurez rapidement le document qui sera téléchargeable et donc vous pourrez les retrouver. Et vous pouvez tout à fait nous contacter pour poser des questions, que ce soit sur votre projet ou autre. Voilà, n'hésitez pas à pouvoir nous contacter. Une autre question. Est-ce qu'un audit SEO est long à réaliser? Est-ce que je peux donner la parole? Est-ce que ça marche? C'est bon. Oui, question intéressante d'ailleurs. Un audit SEO, c'est long à réaliser. J'ai envie de dire, c'est assez difficile de donner en fait une tranche là tout de suite comme ça parce que ça dépend en fait complètement de votre site, de la taille de votre site et surtout du nombre de données à analyser. Après, on va dire qu'un site, de base, on va partir peut-être sur 2-3 jours d'audit. Après, par contre, sur des sites beaucoup plus complexes, type e-commerce, avec beaucoup de produits, un parcours client qui est quand même important, etc. Voilà, là, on va avoir besoin de beaucoup de données et on sera plus sur plusieurs jours. Mais ça se quantifie après avec le nombre de données qu'on peut avoir. Si vous avez d'autres questions. Sinon, on aime bien avoir vos retours aussi. Donc, j'ai mis un lien pour le questionnaire de satisfaction. Et normalement, vous devriez le recevoir automatiquement si tout fonctionne bien. On espère. On n'est pas toujours
Normalement, au niveau technique, on se débrouille bien, mais il y a des fois où on a des petits soucis. Mais normalement, vous devriez recevoir un formulaire de satisfaction et n'hésitez pas à revenir vers nous même directement. Enfin voilà, vous avez nos contacts et puis normalement, vous devriez pouvoir nous retrouver facilement sur Internet. N'hésitez pas à nous envoyer des demandes d'amélioration, ce genre de choses. On essaie aussi de faire vivre les projets. Et puis, s'il y a un sujet en particulier dans le webinaire qui vous a plu ou sur lequel vous aimeriez creuser un peu plus, n'hésitez pas aussi, parce qu'on est preneur de vos retours pour derrière refaire un autre webinaire sur un sujet plus particulier. Voilà, si c'est la partie SEO qui vous intéresse plus ou la partie d'aide technique ou la partie approche produit, c'est des sujets sur lesquels on a plein d'autres choses à dire, mais vu qu'on n'avait qu'une heure, on a essayé de compacter les choses. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à enrichir le débat. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée.